Bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Voici le sommaire. Ce 31 août, c'est la journée mondiale du blog. Les blogs sont accessibles à tous et sont devenus indispensables aux individus et aux sociétés. On s'intéresse aujourd'hui au mode efficace de protection de son blog sur Internet. Les mangroves absorbent le carbone, les protéger et les conserver participent à la lutte contre le réchauffement climatique. En quoi sont-elles utiles pour l'écosystème? Un spécialiste nous éclaire. C'est une maladie infectieuse de la dent qui endommage l'émail puis la dentine en formant une cavité, la carie dentaire. Qu'est-ce qui cause cette maladie et comment en prendre soin? Les détails dans un instant. Le blog, c'est ce type de site internet particulier qui peut être présenté comme une sorte de journal intime publié sur la toile et accessible aux internautes du monde entier. Dans le cadre de la journée mondiale du blog, célébrée ce 31 août, une équipe de notre rédaction s'est intéressée à l'aspect sécuritaire. Peut-on sécuriser son blog? La réponse est oui. Mais comment procéder? Rodrigue Babagbeto et Donatien Falola ont cherché à savoir. Suivez le reportage. Grace est digital marketeur et tient également un journal personnel en ligne depuis 2016. Un an après la création de son blog, elle est victime d'un événement fâcheux. C'était en novembre 2017. Je faisais déjà 1 an. Donc, je voulais faire l'anniversaire de mon blog, les 1 an du blog. Je me connecte à mon blog et puis voilà ce que je vois. Et là, il y a Hacked by. Sur la page d'accueil, des inscriptions dans un langage qu'elle ne maîtrise pas. Elle n'a plus accès à son blog. Elle est victime d'un piratage. C'est vraiment épuisant en fait de perdre son site et tout ce qu'on a eu à faire pendant des années. Quand j'ai été piratée, j'ai perdu une partie du contenu. Pourtant, elle aurait pu éviter cela. Emmanuel est formateur en sécurité en ligne. Pour lui, la protection d'un blog est élémentaire. Il faut faire les mises à jour. Les pirates, les hackers, ils sont très forts. Ils génèrent souvent ce qu'on appelle les failles de sécurité. Quand on fait la mise à jour, ça permet en fait d'assurer une certaine sécurité sur le site. Maintenant, ça est beaucoup plus technique. Il y a des plugins qu'on installe, des extensions de sécurité qui peuvent en fait bloquer les connexions à votre blog. Il n'y a pas de sécurité fiable à 100%, mais par précaution, le mot d'ordre reste la vigilance. Le mieux à faire, en fait, c'est d'être vraiment vigilant et d'utiliser des astuces, de renouveler souvent son mot de passe, d'éviter les Wi-Fi trop gratuits, les Wi-Fi publics surtout, où les gens peuvent facilement copier vos données ou pirater votre blog. Le blog est le reflet de la personnalité de son propriétaire. En assurant la sécurité de son blog, le blogueur se protège lui-même et protège ses lecteurs. Parlons maintenant environnement, caractéristiques des zones tropicales humides. Bercées par les marées, les mangroves sont une niche écologique, mais elles sont souvent défrichées pour aider à construire des bassins à crevettes ou servir de bois de chauffage. Aujourd'hui, les mangroves encore mal connues peuvent être mal considérées et vues comme des lieux sans intérêt. Pourtant, le tourisme balnéaire dans les mangroves est une source de valeur ajoutée au développement local. Ebenezer Rondino, expert en mangroves, nous parle ici de l'importance des mangroves pour l'écosystème. Ici, nous sommes en face de l'espèce Avicennia germinans. C'est l'une des espèces phares de mangroves. C'est une espèce indicatrice de salinité dans un milieu. Quand vous voyez ça dans la mangrove, vous pouvez être sûr que la salinité est élevée à ce niveau. Et c'est ça qui guide même les femmes quand elles veulent faire le sel. C'est dans ces milieux-là que ces femmes identifient ces arbres et c'est là qu'elles raclent le sol pour pouvoir faire le sel. Donc c'est une espèce très importante pour les populations. Elles aiment ça. Et quand vous voulez faire un reboisement à succès, il faut forcément associer cette espèce et ne pas faire que l'autre espèce qui est le Rhizophora racemosa qui est facile à planter. Ici, nous avons fait la pépinière où on a récolté les graines, on les a mis dans des sachets
et il y a un suivi. Déjà, nous avons 4 feuilles. Là, ça veut dire que c'est prêt. On peut aller remettre ça. En fait, on peut aller faire le reboisement avec. On essaye de recréer l'écosystème qu'il y avait pour que, de façon durable, nous puissions nous projeter dans le développement. Je crois que c'est dès le bas âge qu'il faut reformater le citoyen de demain, qui va comprendre que les zones humides ne constituent pas un dépotoir, mais une richesse qu'il faut protéger et préserver. Je crois que les enfants sont les mieux placés pour prendre cet héritage-là. Nous sommes les défenseurs de la mangrove. C'est une maladie infectieuse qui se traduit par une destruction progressive de la dent par des bactéries. La carie dentaire est très souvent le résultat d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire et de l'accumulation de plaques dentaires sur la surface de la dent. Et si elle n'est pas traitée, une carie peut détruire votre dent. Quelles en sont les causes et comment évolue une carie dentaire si elle n'est pas traitée? La réponse dans ce reportage. Ghislaine souffre de la carie dentaire depuis des années, un mal qui l'oblige à consulter une fois par semaine. Et c'est ici, dans ce cabinet dentaire, qu'elle se fait ausculter. J'ai des douleurs dentaires, j'ai le problème de sensibilité, des fois j'ai le problème de carie, donc j'ai été obligée de venir voir la dentiste afin de trouver une solution à mes douleurs. Cette maladie qui apparaît comme une infection des tissus de la dent est provoquée par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Elle est aussi favorisée par la consommation du sucre et certains comportements à risque. Il y a plusieurs causes qui vont être favorisées, notamment par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a des causes héréditaires qui peuvent vous favoriser. Il y a des causes nutritionnelles, l'alimentation. Et il y a des conditions de vie aussi, tout ça, mais tout ça est notamment favorisé par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène des dents qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Quand on ne soigne pas et qu'on laisse le mal évoluer, après les microbes sont directement transportés dans le sang, sur les organes, vont se greffer sur le cœur, sur les reins, sur d'autres organes. C'est pour ça qu'on exige aux patients qui ont d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, la maladie de cœur, d'avoir une hygiène bucco-dentaire stricte. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'éliminer la plaque dentaire qui se pose sur les dents après chaque repas. Se brosser régulièrement les dents devient la principale solution. Pour préserver son organe dentaire, la base, c'est une hygiène bucco-dentaire stricte. Il ne sert à rien de ne pas se brosser, d'utiliser des bains de bouche. C'est inutile. Une bonne hygiène bucco-dentaire est réglée simplement par un brossage matin et notamment la nuit. Le brossage du soir après le repas est le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire, la prévention est efficace et passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. Les autres informations au plan national, c'est dans La Nation en bref, une compilation présentée par Ulvaeus Balogun. Malgré les mauvaises conditions climatiques de l'année 2020, le secteur agricole béninois a globalement connu des avancées en matière de production. Ainsi, la production céréalière a connu un accroissement de 1,2% par rapport à l'année 2019. Quant aux cultures industrielles, la production cotonnière a atteint un nouveau record d'Afrique en passant à 731 073 tonnes en 2020, soit un taux d'accroissement de 2,3% comparé à 2019. La production de l'anacarde a augmenté de 6% et la production de l'ananas de 3,6%. On note par contre la stagnation de la production des légumineuses autour de 586 000 tonnes en 2020 et des baisses des productions au niveau des racines et tubercules ainsi que de la production des cultures maraîchères.
Et face à ces résultats encore loin des objectifs fixés dans le programme d'action du gouvernement, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, annonce la mise en œuvre du programme national de développement des plantations et des grandes cultures sur la période 2021-2026. Il vise à optimiser la mise en valeur des terres cultivables et attirer des investisseurs agro-industriels nationaux et ou internationaux pouvant apporter une forte valeur ajoutée aux produits des filières du Bénin. Il est donc prévu la mise en place d'au moins 670 000 hectares de grandes plantations dans les 12 départements du pays. Les cultures retenues sont l'anacardier, l'hévéa, le cacao, le cocotier. En termes de cultures d'intérêt, il y a entre autres la banane plantain, le baobab, le pommier africain, la mangue et l'avocat. Les ménages touchés par l'opération de déguerpissement à Hlakodi dans le 5e arrondissement de Cotonou vont bénéficier d'une indemnité et des parcelles. C'est une annonce faite par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. À l'en croire, les déguerpis vont bénéficier d'une indemnité pour se déplacer d'une parcelle ou de parcelles correspondant à ce qu'elles avaient et en même temps de ressources pour s'installer ailleurs. Un site de relogement a été identifié et donc est en cours de recasement, a-t-il précisé, laissant entendre que les populations étaient informées depuis déjà une quinzaine d'années. Les dites opérations de déguerpissement démarrent le 15 septembre prochain. Et puis, hors du Bénin, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, Transnet, une compagnie ferroviaire publique sud-africaine, a rénové et mis à disposition des populations reculées une rame pour les besoins de vaccination. L'unité médicale moderne baptisée Transvasco intègre 8 voitures à usage complémentaire allant du stockage aux urgences en passant par l'hébergement et la restauration de l'équipe soignante. Elle a été établie suivant un modèle préexistant avec une capacité de transport journalière de 600 personnes. Avec moins de 15% de sa population vaccinée, l'Afrique du Sud est très en retard dans la prévention de la pandémie covidienne. Entre autres obstacles, la difficulté d'accès aux régions lointaines du pays où les doses vaccinales peinent à être acheminées régulièrement et en quantité suffisante. L'indice de vaccination quotidienne demeure néanmoins faible et le Transvaco enregistre à peine à ce jour 100 patients quotidiens. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations.